Salut à tous et bienvenue dans ce 97e show en live. On approche du numéro 100, on va faire une grosse bringue si on peut sortir de chez nous, évidemment. Je pense qu'on pourra fêter ça dignement puisque l'homme en noir en face de moi avait proposé un one-man show, mais bon, on verra, on y reviendra un petit peu plus tard. Moi ce soir, j'ai la forme comme d'habitude. Comme chaque semaine, on se retrouve jeudi exceptionnellement, c'était pas mercredi puisqu'on fait aussi d'autres lives d'un autre côté où ce sont des lives quiz avec Théo Bollet. Donc là-dessus, on se retrouvera demain. Pour les questions de culture générale et un petit peu moins culturelle aussi des fois. On parle beaucoup de moto évidemment. Et un nouveau format pour ce soir puisque Blaise nous a changé le petit fond et il a montré ses talents de designer encore une fois. Et il va nous présenter le programme. Déjà, comment tu vas, Blaise? Ça va très bien, comme tu l'as souligné, petit fond différent pour ce soir, petite nouveauté chez MX Réflexion. Un invité de marque encore ce soir, donc ça fait plaisir d'avoir Maxime, tu vas le présenter après. Mais bon, au programme ce soir, pas mal de questions pour Maxime. Ensuite, une petite rubrique différente, vous la verrez, c'est un As-tu déjà? Donc on verra, Maxime, on te posera des questions sur des choses que tu as déjà faites ou pas, tu nous reprendras. Un petit instant culture générale, donc tu vas voir, question très simple, facile. Cette semaine, on s'habitue un petit peu à sortir du cadre moto avec les quiz, comme tu le disais, Nico, culture générale et culture moto. Donc il y aura pas mal de questions, mais tu vas voir, toujours pareil, assez simple. Et on terminera par la fameuse question du jour, comme d'habitude, présentée par nos partenaires. Mais avant tout ça, avant ce programme chargé, Nico, je te laisse présenter notre invité du soir. Ouais, je pense qu'on n'aurait même pas besoin de le présenter malgré son jeune âge. Il finit 7e du championnat du monde MX2 en 2019. Actuellement, 4e du championnat du monde MX2. Il aurait aimé continuer sur cette lancée-là, mais bon, il faudra patienter un petit peu. C'est Maxime Renaud. Comment ça va, Maxime? Salut à tous, ça va super bien. Bon, ça irait peut-être un peu mieux sur les courses, mais c'est pareil pour tout le monde. On est bloqué à la maison et on prend son mal en patience, on fait du sport et on s'occupe comme on peut, mais ça va plutôt pas mal. Justement, c'était ma première question. Alors, comment ça se passe pour toi? Je pense qu'il y a t'es suivi par pas mal de monde qui doivent se poser la question de ce que tu fais, ton quotidien à l'heure actuelle en confinement, où es-tu? On va essayer de nous expliquer un peu tout ça. Alors déjà, je suis en France, à proximité de où j'habite habituellement. Je suis chez mes grands-parents parce que mes parents bossent, ils tiennent une boucherie, donc du coup, ça continue à bosser malgré le confinement. Je me suis écarté chez mes grands-parents parce que je suis à la campagne ici. J'ai beaucoup plus d'espace pour faire du sport. J'ai un grand jardin. Il y a un bois juste à côté pour aller courir un petit peu. Et non, c'est quand même un peu plus commode pour passer le confinement. Donc, j'occupe mes journées comme je peux. Je fais beaucoup de physique déjà. J'essaie de vraiment pas perdre tout ce qu'on a acquis cet hiver avec mon entraîneur Thierry. Donc, c'est des journées qu'on essaie d'occuper comme on peut. Je fais aussi des trucs un peu différents que d'habitude. Je fais un peu de cuisine avec ma grand-mère, du jardin avec mon grand-père. Enfin, des trucs qui changent un peu des habitudes qu'on peut avoir en pleine saison, mais c'est pas plus mal. Et puis, de toute façon, je profite des moments. Ça me fait passer pas mal de moments avec mes grands-parents, donc c'est toujours bon à prendre. Tu prends ça, toi, comme un deuxième hiver? Ou au contraire, tu essaies d'entretenir le physique que tu t'étais bâti jusqu'à maintenant? Alors, je prends ça forcément comme une deuxième chance un petit peu, parce qu'il faut pas être négatif, il faut essayer de toujours trouver le positif dans les situations. Donc, ouais, comme un peu une seconde chance de bâtir ce qui n'a pas été bâti complet cet hiver, renforcer encore mes points forts et puis progresser sur mes points faibles. Ce qui est bien, c'est qu'on a eu déjà 2 courses où on a pu voir, où on a pu se jauger. On va dire que la saison était partie, quoi. Ça y est, c'est comme quand tu te retrouves derrière une grille de départ et que la grille elle tombe, ça y est, le stress part et tu es dans la course. Et du coup, là, c'était parti, on était lâchés et on a pu voir les erreurs, ses propres erreurs, les erreurs des autres et du coup, ça fait matière à travailler pendant le confinement et voilà. Et on a déjà une première question d'Antoine qui demande si tu fais un peu de moto dans le jardin, dans les bois, comme on l'a vu sur certaines vidéos d'autres pilotes. J'ai évité de faire de la moto dans la cour parce qu'on a nettoyé toute la terrasse et là je crois que ma grand-mère elle me tue, c'est une grosse trace de pneu. Interdiction. Mais j'ai une moto trial chez mes grands-parents donc je m'amuse à faire un petit peu d'équilibre etc. Dans la cour parce que ça je démarre pas la moto, j'embête pas les voisins et c'est toujours bon pour les appuis. Et puis après non malheureusement de la moto je peux pas en faire donc
à part un petit peu de jeux vidéo, mais à part ça, pas de moto pour l'instant. Et là, tu sais qu'en face de toi, tu as Nico Bombel, le roi de l'équilibre. Là c'est. Vous êtes On tous. va faire un petit Je crois, challenge alors un jour, parce que là, je commence à bien me rôder. Là. je crois que tous les pilotes que cross, enduro ou n'importe quel secteur, ils sont en train de faire de l'équilibre dans leur jardin en ce moment. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et tu penses que ça peut apporter un motocross, ça, Maxime? Moi, je me posais la question, je me suis mis à l'enduro récemment, j'ai fait un stage avec Graham Jarvis qui nous disait justement de travailler ces notions d'équilibre, forcément, parce que lui, il vient du trial, c'est un des meilleurs en enduro extrême. Ouais. Et je me suis dit, mais putain, c'est quelque chose que dans les écoles de pilotage, on devrait peut-être faire au moins à l'échauffement ou à des trucs comme ça. C'est assez ludique, on peut le travailler chez soi tout le temps, on peut le travailler dans son garage, c'est assez facile. Et je pense que ça t'apporte quand même un petit plus technique pour le motocross. C'est quoi ton avis à toi? Moi, je pense que c'est vraiment pas mal. Déjà parce que tu es complètement concentré sur la position que tu as sur la moto, parce qu'il n'y a que ça qui compte, sur tes appuis. Et c'est bien d'avoir toujours cette notion d'être debout sur la moto, les appuis, savoir avoir la balance, parce que de toute façon, dans les ornières, quand on se retrouve sur une piste comme Valkenswaard qui est détruite au complet, tu fais toute une ligne droite dans la même ornière, les notions d'équilibre, elles apparaissent, quoi. Et non, c'est vraiment déjà ludique et puis ça sert quoi parce qu'on se retrouve à en avoir besoin, que ce soit en cross, en enduro, en trial, on se retrouve à en avoir besoin. C'est sûr, bon après c'est mieux de le faire en mouvement, par exemple avoir un obstacle, faire un petit équilibre et après partir, tu vois, ça c'est bien, mais malheureusement là on a le confinement donc on fait ça sur la terrasse propre des grands-parents et ça va très bien. Bon, déjà beaucoup de questions sur le live. Alors je prends la dernière, Elodie qui demande, qui dit plutôt, t'as gagné à Berck l'année dernière, on pourrait te voir en 2020 si l'épreuve a lieu. C'est à te demander si tu pourrais clairement. faire à Berck. Ouais. Clairement, à part que moi, ma motivation elle est toujours là pour participer à Berck parce que c'est une épreuve que j'adore. C'est des manches de cross avec une piste sable qui est un petit poil plus technique que les courses de sable habituelles, un peu moins de ligne droite, plus de sauts, plus de virages. Et non, franchement, c'est toujours le top de rouler là-bas. J'ai toujours été gâté, j'ai toujours eu grand soleil. Donc non, c'est sûr que j'aimerais vraiment y participer. Malheureusement, la saison risque de se finir tard cette année. Donc, à voir si on va pas avoir un GP le même week-end que Berck. Donc, c'est sûr que si je suis libre et que c'est pas sur un enchaînement de plein de courses de GP, j'y participerai. Et il y a de grandes chances que j'y sois. On a une question aussi de Johnny. Il nous demande si tu es déçu de ton début de championnat. On voit Gertz et Vial un poil au-dessus. C'est marrant parce que j'aurais pas dit du tout la même chose. J'aurais dit que ton début de championnat était très solide en étant quatrième là après 2 épreuves. Tu en penses quoi toi? Alors il a été un peu mitigé. De toute façon, quand tu abordes un championnat de 20 courses, tu peux pas arriver directement à la première course et tout exploser. Enfin, c'est pas forcément le but. C'était même pas le but du tout. Le but c'était d'arriver, prendre ses marques. Bon, à Matterley, ça s'est pas super bien passé. J'étais tendu, un peu le stress de la première course certainement. Et je sais pas, dès le premier essai, je me suis pas senti à l'aise sur cette piste, donc ça n'a pas été super facile de se mettre dedans. Première manche, je tombe 2 fois dans le premier tour. Je repars bon dernier et j'ai cravaché toute la manche. J'ai fait une super bonne manche et je remonte, je crois, 13e. Et deuxième manche, catastrophe. Enfin, catastrophe. Je fais mi-manche bien, j'étais 4. Et derrière, il est arrivé la pluie et là, j'ai perdu mes moyens. J'ai commencé à faire des grosses erreurs et j'ai régressé dans les positions. Donc, Matterley, c'était vraiment mitigé. C'était une première course, on va dire que c'était passé. Je me suis libéré et je me suis dit, bon, maintenant, il faut y aller. Il faut se cracher dans les mains et aller au charbon parce que c'est un championnat de 20 courses. Mais il ne faut pas non plus trop perdre de points sur les premiers si tu veux jouer les trois premières manches, les 3 premières marches, voire la première en fin de saison. Donc, à Valkenswaard, j'ai bien rebondi et je suis vraiment content de ça parce que j'ai fait 2 manches très solides. La piste était compliquée, c'était facile de faire des erreurs, mais de bons départs et 2 manches solides. Donc voilà, j'ai montré mon niveau et maintenant j'avais envie de continuer sur cette lancée. Et malheureusement, on a été coupé, mais bon, ça va être l'occasion de se remettre un petit peu à niveau sur les choses qui n'étaient pas encore vraiment acquises à 100%. Et tu nous as dit que tu préparais ta saison physiquement, si je ne me trompe pas, avec Thierry Van Den Bosch. Est-ce qu'il intervient seulement physiquement, aussi techniquement? Est-ce qu'il est là le jour des courses? Comment ça se passe, ta collaboration avec lui? Alors, il intervient sur un peu tout. Hein. Je travaille avec lui maintenant depuis 1 an et demi, quasiment 2 ans.
et il intervient sur toutes les parties du motocross, que ce soit technique, physique, mentale, l'approche des courses, l'analyse sur les courses parce qu'il est là sur pas mal de grands prix. Il travaille en parallèle avec le Team Bud. Donc, du coup, il s'occupe un peu de moi et de leur team. Et non, c'est vraiment un très bon support de l'avoir sur les courses et de pouvoir analyser avec lui parce qu'il a une belle expérience. Et physiquement, mentalement, je sens que ça progresse vraiment bien. Donc, on est sur une bonne lancée. Je suis content du boulot qu'on a abattu cet hiver et on continue toujours dans le même sens pour atteindre nos objectifs cette saison et sur les saisons prochaines. On a pas mal de questions sur ta moto en comparaison à celle de Gertz. Est-ce qu'il y a vraiment des différences entre vos deux motos? Est-ce que ça t'affecte mentalement? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, je sais pas. Alors, moi j'ai le moteur Factory Yamaha, on va dire. C'est le moteur qui est développé par Michele Rinaldi, fait par Michele Rinaldi. Donc, c'est celui pour lequel je me suis un peu battu l'année dernière pour l'avoir, entre guillemets, parce que c'était le moteur de Gertz et Watson l'année dernière. Donc, je l'ai eu, je suis super content. On a encore fait des bonnes évolutions dessus et il marche très bien. On peut voir d'ailleurs que je fais des bons départs. À Valkenswaard, j'ai fait 2 départs top 5, voire même top 3. Donc, ce qui est très bien en MX2. Il y a une différence. Lui, Yago utilise un moteur qui vient des US, comme on peut avoir sur les Yam Star Racing. Donc, il y a une différence. Je ne saurais pas dire exactement laquelle. Je n'ai jamais essayé le moteur personnellement. Donc, je ne sais pas trop dire lequel marche le mieux des deux. Mais je pense qu'il n'y a pas un monde entre les deux. Et je pense qu'avec chacun avec les armes qu'on a, on peut largement se battre pour la gagne. Et ce n'est pas le moteur qui fait la différence. Et alors, justement, on voit beaucoup de KTM qui partent devant. Toi, tu penses quoi? Alors, tu n'as certainement pas essayé ces motos, mais est-ce que tu penses que à l'heure actuelle, tu as une moto qui est capable de partir devant? Est-ce que ça se joue plutôt au moteur, plutôt à la technique du pilote? Toi, tu en penses quoi? Alors, je pense que y a beaucoup de facteurs sur un départ. C'est que ça soit facteur mental, facteur poids, puissance moteur, lâcher d'embrayage, positionnement sur la moto, pas faire d'erreur dans le passage de vitesse. Il y a tellement de choses qui rentrent en compte que ça fait. Il y a beaucoup de choses en fait. Donc, le moteur, oui, d'une part, oui. Le poids fait énormément. Je suis pas un des poids légers sur le 2,5. Je fais 76 kilos quand je suis le plus bas que je peux être. Donc, À ce moment, du coup, non. non, du coup, en ce moment, un petit poil plus. Je suis plus 77, on va dire. Puis en plus, avec la grand-mère derrière, c'est pas facile de se tenir bas, mais bon, ça fait partie aussi du bon moment du confinement. Hein. On mange bien chez mamie, donc voilà. Mais pour revenir sur le départ, ouais, le poids fait pas mal. Je pense qu'il doit y avoir un bon 10-15 kilos avec les top starters, je dirais. On peut voir les KT, hein, que ce soit Vial ou Hofer, ils partent vraiment très bien. Gertz aussi part très bien, mais je pense qu'il y a une belle différence de poids. Et je pense que ça joue pas mal. Et en revenant sur les moteurs, je pense très franchement que chacun, tous les pilotes qui sont devant, que ce soit les Husky, les KT, les Yam, chacun peut faire les all shots. Franchement, je pense que les all shots peuvent se jouer juste à la technique du pilote et concentration, réussir à faire le meilleur départ possible. Même si on voit souvent les KT partir devant, je pense que c'est quand même possible de faire les all shots avec la Yam. Au niveau de la texture de terre par rapport à là où tu habites et par rapport à là où tu as voyagé, est-ce que tu as des préférences aujourd'hui sur le championnat du monde ou est-ce que tu es à l'aise partout? Je suis plutôt à l'aise partout. En 125 et tout ça, j'avais plutôt tendance à être plus à l'aise dans le sable. J'ai beaucoup bossé dans le sable quand j'étais un peu plus jeune. Maintenant, le fait d'avoir un team italien, ça m'a fait travailler quand même pas mal plus dans la terre. J'ai participé à tout championnat italien l'année dernière, donc des textures vraiment plus béton, c'est du super mode, quoi. Donc non, ça m'a bien forgé et je pense maintenant être à l'aise vraiment dans les deux textures. Et non, franchement, que ça soit le GP de Lommel ou le GP de je sais pas quelle piste de terre, Loquette par exemple, je les aborde tous les deux aussi confiants et je prends autant plaisir à rouler à Lommel qu'à Loquette. Voilà, beaucoup de questions sur le live. Florian demande, est-ce que ta sélection au MX des Nations à Assen t'a permis de passer un cap sur ton pilotage sable?
Alors, les nations, Tu, c'est tu une l'as- tu les as vécues période. comment, toi, déjà, ces nations? Parce que c'est vrai que c'était un peu difficile. Est-ce que Ouais, déjà, c'était un avant peu. même de parler de cette course-là ou du cap, comment tu l'as vécu, toi, personnellement? Bah, c'était un peu rock'n'roll, c'est sûr, le savoir, t'es dans l'équipe, tu y es pas. Déjà, il y a commencé à y avoir les rumeurs avant que je sois même moi au courant. Je voyais sur Facebook des trucs défiler, Renault, Vial, qui aura la place du MX2 Nation, mais moi j'étais au courant de rien. J'étais encore concentré sur mon championnat du monde. J'avais aucune prétention d'aller aux Nations parce que ben, il avait fait une meilleure saison que moi, donc je pensais très franchement que ça allait être lui qui allait être pris. Et en fait, bah, j'ai reçu un appel de Pascal Finot qui me disait qu'il y avait des petits problèmes niveau politique. Donc, j'ai pas trop cherché à comprendre. J'ai dit que de toute façon, moi, la motivation était là pour participer aux Nations. Donc, ça s'est fait comme ça. Et puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvé dans l'équipe. Donc, non, c'était une satisfaction. Forcément, bah, porter le maillot équipe de France, je pense que personne dirait non, quoi. C'est de la pression, c'est plein de choses. C'est un mix de feeling. Mais, mais arriver et se placer sur la grille avec le maillot France, c'est quand même quelque chose qu'il faut vivre dans sa vie, quoi. Et là, bah, j'étais vraiment fier de porter les couleurs de la France. J'aurais aimé, bah, j'ai tout donné d'ailleurs pendant cette course. J'aurais aimé bah, que les problèmes mécaniques nous épargnent pour pouvoir être sur le podium. Malheureusement, bah, on en a eu et c'est comme ça fait partie des sports mécaniques. Ça a été une superbe expérience, que ce soit humaine ou même sportive, parce que on a l'habitude de rouler bah, dans un sport individuel où c'est un peu chacun pour soi. Ça a même tendance à être dans le même team, par exemple, beaucoup de concurrence. Et là, ben, ce partage entre les pilotes, que ce soit avec Gauthier ou avec Jordi, il y a une très très belle émulsion et franchement, bah, le groupe fonctionnait au top, quoi. On revenait de chaque série, on essayait de se donner le plus d'aide possible et le plus d'indications sur la piste. Donc, non, ça a été vraiment une superbe aventure. J'ai appris pas mal de choses aussi dans la préparation des pilotes parce que on se prépare tous les trois dans le même camping-car. On est vraiment H24 liés. Bon, on dort quand même pas ensemble, mais on est liés quand même. Et je veux dire, dans la préparation des lunettes, j'ai découvert des choses que je savais pas. Dans les petites mimiques de chacun, tu découvres des trucs que tu fais pas forcément. Et non, c'était vraiment top de pouvoir partager cette expérience avec deux pilotes expérimentés comme ça. Du coup, pour revenir à la question qu'on a eue dans les commentaires, c'est est-ce que tu penses que ça a amélioré ton pilotage dans le sable, sachant que les conditions étaient très très particulières? Alors, on peut pas dire que ça ait amélioré parce que ça a été vraiment très court. Les nations, on se retrouve la semaine d'avant. On fait 2 entraînements moto ensemble avec les 2 autres pilotes, une ou deux séances physiques et après, boum, direct la course. Donc, je veux dire, c'est un peu une continuité de la saison, mais ça apprend beaucoup de choses, mais ça fait pas évoluer le pilotage du tout au tout, du rien au tout, je veux dire. C'est pas une course que tu vas tout apprendre, mais ça m'a quand même fait prendre une belle expérience sur les nations et sur ce que c'était. Déjà, je connais maintenant le format des nations. J'ai roulé sur une piste des plus compliquées de ma vie, tout simplement. Valkenswaard à côté, c'était simple. Donc, par exemple, pour Valkenswaard, je pense qu'avoir fait Assen, ça a été un bon enseignement et une bonne opportunité de faire ses armes et d'apprendre un peu dans le pilotage sable gras, des grosses ornières, des pièges et voilà. Et du coup, cette année, le Motocross des Nations risque d'être en plein milieu de la saison. Tu en penses quoi, Ouais. toi? Est-ce que tu aurais préféré, enfin, est-ce que ça te va comme ça? Est-ce que tu aurais préféré que le Motocross des Nations soit plutôt décalé et que les dates soient intercalées et que ça reste plutôt en fin de saison? Ou ça t'est égal? Alors, c'est sûr que c'est bien d'avoir le motocross des nations en fin de saison parce qu'il y a vraiment pas plus d'obligations, mais on y va vraiment la tête vide. On pense pas à la blessure, on pense à rien, on pense juste à mettre le plus de gaz possible pour représenter son pays et être le plus performant possible. Maintenant, il faut le prendre comme ça vient. Je pense que de toute façon, on pourra rien y faire. Cette saison, elle est vraiment particulière. Il y a plein de choses qui se sont passées comme elles n'étaient pas prévues de se passer. Donc, on va le prendre comme ça vient. Déjà, on verra la sélection ce que ça donnera. Et si je suis pris, de toute façon, j'irai le couteau entre les dents. Et que ça soit milieu de saison ou fin de saison, ça ne changera rien. On donnera toujours le maxi. Je pense que ce soit les 3 pilotes pour le pays.
On a une question qui je trouve intéressante aussi, c'est est-ce que tu penses déjà à ta carrière MX1 ou pas? Ouais, alors j'essaye de pas trop y penser parce que j'ai déjà fait pas mal de courses sur le 4,5, surtout dans le sable. J'ai jamais fait de course de terre pour l'instant, mais voilà, donc je roule sur le 4,5 depuis que j'ai 15 ans. Ma première course c'était la Loon Beach Race en 2015 où bah, j'avais gagné les 3 manches pour ma première course en 4,5. Donc non, je suis vraiment très à l'aise sur le 4,5, j'adore. Ouais, c'est un char, quoi. Donc, c'est vraiment super bien de pouvoir rouler sur la 450. Maintenant, bah, j'aimerais bien atteindre mes objectifs MX2 avant de passer dans cette catégorie. Il y a encore pas mal de choses à apprendre et pas mal de boulot parce que c'est encore plus demandant et il faut encore être plus prêt, quoi, plus affûté pour le 450. Donc, j'y pense sans y penser et je me dis qu'il y a vraiment moyen de se faire très, très, très plaisir sur le 4,5 quand j'y passerai. Et j'ai hâte sans avoir hâte parce que j'ai quand même envie de vivre bah, pleinement mes années 2,5 et de donner le meilleur de moi-même en 2,5. Et je vais continuer la question, du coup je vais la compléter mais la suite est un peu compliquée je pense, tu vas le voir, c'est est-ce que tu as déjà eu des propositions Pour le 4,5, pour le 4,5, ouais. non, pour l'instant, non. C'est tôt quand même, 4,50, c'est tôt dans la jamais saison. eu, jamais eu de proposition. Bon, l'année dernière, ça aurait été tôt, de toute façon, pour avoir une proposition pour 2019 pour 2020 en 4,5. Pour 2021, il n'y a pas encore de proposition, que ça soit 2,50, 4,50. On est encore vraiment tôt dans la saison. Je sais que Yamaha sont très motivés pour me garder, pour me conserver, parce que j'ai signé un contrat d'1 an avec eux. Donc, fin de saison, je serai libre. Moi aussi, je suis motivé pour continuer avec eux. Donc maintenant, il faudra se mettre en accord et voir tout ça, tous les termes du contrat. Mais pour l'instant, pas de proposition 4,5. Et même si j'en avais une, il faudrait bah, y réfléchir. Et je pense que ça serait un dilemme. Mais comme j'ai dit, j'aimerais vraiment bien atteindre mes objectifs de 1,5 avant de monter en 4,50. Et mes objectifs, bah, ça serait bah, d'essayer d'accrocher un, voire deux titres de champion de 1,5. Ça serait le top. On avait une question, je sais plus qui c'était, pardon, ouais, c'est Dylan. Est-ce qu'il y a des pilotes français ou autres nationalités avec qui tu t'entends bien sur le championnat du monde? Alors, comme je disais, c'est un sport individuel, donc c'est pas qu'on se fait tous la guerre, loin de là. On reste courtois, on s'entend plutôt bien. Il y a pas vraiment de grosse rivalité. Je veux dire, enfin, grosse rivalité, si sur la piste, si, mais en dehors, on voit pas de mecs vraiment qui peuvent pas se supporter. Je m'entends vraiment plutôt bien avec bah, Mathis Boramé. Hein, nos parents bah, des deux côtés s'entendent bien. Nous, on s'entend bien aussi. On a eu une période où on s'est vraiment battu et chiffonné en 125 sur le junior. Parce que bah, aucun des deux voulait lâcher, quoi. Et on est tous les deux bah, un caractère assez fort. Donc, ça a été des années où on était ennemis et limite, on se disait pas bonjour, on se parlait pas trop. Et après tout ça, et ben, on a appris à se connaître et non, non, je m'entends plutôt bien avec lui. Après, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup enfin, c'est pas forcément parce que c'est mes adversaires, mais sur les grands prix, sur les paddocks, j'y vais pour faire mon job et après, voilà, j'essaye de prendre un peu de marge avec le milieu. Je m'entends très bien aussi avec un Italien, un ancien de mes coéquipiers, Michael Mantovani. Lui, c'est vraiment bah, devenu un ami proche, on va dire, où on garde contact, on parle pas forcément que de la moto, on sort un peu du contexte et voilà, j'ai gardé, bah voilà, il y a deux pilotes avec qui je m'entends plutôt vraiment bien et après le reste, je suis sympa, je m'entends bien, mais pas hyper proche, quoi. Et justement, j'avais une question par rapport à ça. C'est vrai qu'on te voit assez discret sur les réseaux sociaux. Tu fais peu de vagues quand même. Et est-ce que c'est plutôt dans ta nature ou au contraire, c'est parce que t'es focalisé tellement sur ton objectif que t'as pas l'envie de t'éparpiller sur les réseaux sociaux? Comment ça se passe pour toi? Alors, c'est assez compliqué les réseaux sociaux parce que disons que ça, quand tu veux faire un truc bien, un truc carré, etc., ça prend beaucoup de temps. J'essaye de faire le maximum sans non plus me rendre fou avec ça et sans non plus que ça me saoule parce qu'il y a un moment où j'arrive où ça me saoule de faire des posts, machin, de réfléchir tout le temps à faire des mises en scène et à trouver des trucs pour mettre bah, sur les réseaux. Mais non,
bon, on va dire j'ai un caractère un peu introverti et je m'ouvre pas forcément tout de suite aux gens. Mais par contre, ben, dans l'intimité, etc., avec les personnes que je connais, j'ai plutôt un tempérament à avoir la blague facile, etc. Donc, non, je m'étale pas trop et je pense que c'est mieux comme ça. Et j'essaie de rester juste, pas mettre trop de posts et pas non plus ne pas en mettre parce que ça fait partie aussi du job. Mais voilà, j'essaie de trouver en fait un juste milieu qui me permettra d'avoir une bonne balance, quoi. On a Nathan qui pose une question qui m'intéresse. C'est est-ce que la moto c'est une passion pour toi ou c'est juste un job? Alors je pense que tu es encore jeune, mais on voit beaucoup de pilotes, tu sais, les Villopoto, Dungey, tout ça, qui étaient vraiment en burn-out à la fin. Ils faisaient vraiment juste ce que leur entraîneur leur demandait, pas une minute de plus assis sur la moto. Est-ce que toi, tu prends encore beaucoup de plaisir sur la moto? Ouais, je prends du plaisir encore et j'espère que ça durera encore longtemps parce que même pas que sur la moto en fait. Je sais pas, j'adore en fait passer du temps à bosser, que ça soit même vélo, gainage. Je sais que ça paraît un peu bizarre, mais bah, plus j'en chie, plus je suis content quoi. Et non, franchement, bah, je sais pas si c'est aussi le fait d'avoir été en cours, d'avoir vu ben les profs qui sont chiants, réviser, machin, les examens, c'est pesant, c'est lourd. Et je me dis, bah, j'ai pas envie de retourner là-dedans et bah, j'ai de la chance, quoi. J'ai de la chance de faire ce que je fais, d'avoir l'opportunité bah, de bosser, de donner le meilleur de moi-même et puis de m'exprimer, de m'amuser sur la moto. Et non, en fait, le mix de tout ça, ça me fait vraiment que bah, je m'éclate dans toute la moto et ses entourages. Ah, c'est bien que tu parles des profs parce qu'on avait Valentin Tellier il y a 2-3 semaines dans notre live et on lui a posé un petit peu la même question. C'est une question d'un abonné qui nous demandait si c'était bénéfique d'arrêter l'école très jeune et tout ça. Il avait du mal à se prononcer parce que lui, il a des jeunes pilotes avec lui. Il se rend compte que la moto et le sport, ça prend énormément de temps. Mais d'un autre côté, il veut pas leur demander d'arrêter l'école parce qu'il y a une vie sociale. Et puis bon, c'est quand même important aussi. Si jamais la moto, ça marche pas, il y a quand même cette petite roue de secours. Toi, tu as été quand même assez loin dans tes études. Je pense que tu as eu ton bac. Je sais pas si tu as été à la fac après derrière. Mais voilà, est-ce que ce que tu as fait toi, c'est exceptionnel ou est-ce que tu le conseilleras à d'autres pilotes? Non, je pense pas que ça soit exceptionnel. Bon, il y a plus de pilotes qui arrêtent la moto, qui arrêtent les cours tôt pour se consacrer à la moto. Je pense que chacun a un peu son parcours. Je peux citer des pilotes, par exemple, je vais dire Sewer, qui est très bon à l'école, qui est très intelligent et qui a été assez loin, je crois, dans les études. Moi, je me suis arrêté après la première année de fac. Donc, j'ai eu le statut sportif de niveau depuis 14 ans. Donc, ça m'a permis de pouvoir louper quand même les cours. J'étais pas, on va dire, à 100% du temps en cours. Je faisais à peu près du 3-4 jours semaine au lieu des 5 normaux, on va dire. Et j'arrivais quand même à lier les deux. Et je pense franchement que l'école m'a servi. Déjà pour l'anglais. Première interview, j'ai su tout de suite répondre en anglais et ça, je pense que ça a été apprécié. Même après pour parler, etc. dans le paddock avec les gens qui viennent te parler, les sponsors, etc. C'est toujours apprécié. Et même l'école, c'est toujours ça de prix. Je pense que la moto, c'est un sport assez dangereux et tout le monde le sait. Ça peut s'arrêter très vite pour de multiples raisons et il faut toujours avoir un bagage derrière pour pouvoir rebondir. Ouais, non, justement, Valentin Tellier, tu vois, au moment où je posais la question, il a commenté, il disait tu as une bonne vision des choses, sans forcément parler d'école. Tu es mature, professionnel, travailleur, c'est la clé. Je vois des victoires en Grand Prix rapidement. Voilà, donc voilà le petit commentaire de Valentin Tellier. Bah, merci Valentin, c'est très sympa, très très sympa. Par rapport à l'anglais, j'ai vu que cette semaine, tu avais fait une interview avec Paul Maylin pour MXGP. Effectivement, tu te débrouilles très bien. C'est des choses qui te font stresser un petit peu ou c'est bon, maintenant tu es parfaitement bilingue? Alors, j'avoue qu'il y a toujours une petite tension avant l'interview. Surtout que ce soit Paul ou Lisa, ils ont tous les deux des accents anglais assez prononcés. Donc, tu as toujours l'appréhension de passer à côté d'un mot de la question et de rien comprendre et répondre à côté de la plaque. Donc, ouais, disons, normalement, ça va. Mais il y a toujours la petite pression. Mot là qui peut te faire chier et qui fait que tu comprends rien à la question, quoi. Mais non, ça va.
Un peu comme toi, Blaise, quoi. Blaise, t'as toujours le petit mot qui te fait chier en anglais. Moi, c'est les 3-4 mots qui me bloquent un peu dans la phrase. Ouais, il me manque un peu. Pourtant, tu vois, j'ai été assez loin en cours, hein, mais c'est pas l'anglais qui me sauve à l'heure actuelle, quoi. J'ai pas assez pratiqué, je pense. On a Roby qui nous demande si la Fédé vous aide au niveau de l'anglais. Non, il n'y a pas de cours ou quoi que ce soit. C'est un peu, apprends par toi-même. Bon, après, je pense que dans le motocross, il y a quand même vraiment beaucoup de moyens d'apprendre l'anglais. Il y a tellement de langages qui se parlent dans le paddock, etc. Et tout le monde parle l'anglais quasiment, que rien que d'être sur les Grands Prix, je pense que c'est, allez, je vais dire 30% l'école, mon anglais, et puis les autres 70% les paddocks, quoi. Parce que tous les termes techniques et tout, tu l'apprends sur le terrain. Et ouais, je voulais dire aussi par rapport à ça, je suis super content d'avoir été dans un team italien pendant 2 ans et demi maintenant, parce que du coup, ça m'a permis d'apprendre l'italien et je parle mieux l'italien que l'anglais maintenant. Donc, avec les mécanos et tout, c'est top parce que du coup, ça nous a vraiment rapprochés. Et le fait d'avoir un autre langage, ça prouve aussi que d'un côté, l'école, c'est très important, mais de l'autre côté, il y a quand même la vie réelle qui compte. Et je pense que quelqu'un qui a arrêté l'école, par exemple au collège, peut très bien s'en sortir et peut très bien avoir une tête bien formée, être intelligent en s'étant servi des expériences de la vie de tous les jours et en s'appuyant sur ses connaissances qu'il va apprendre au cours de sa carrière. Alors Elodie pose une question, je vais la déformer un petit peu parce que j'avais la même. Ouais. Pour toi, l'objectif ultime, c'est quoi? C'est un titre MXGP, un titre aux US, ou elle l'a annoncé, un Touquet? Une victoire au Touquet. Les trois, ça serait top. Tu Mais peux. les trois, ça fait quand même beaucoup parce que que ça soit, si tu passes du supercross au motocross au sable, ça fait les deux opposés. Donc, on a toujours dit un peu, soit tu fais du sable, soit tu fais du supercross. Supercross, pour l'instant, j'ai encore jamais trop touché. J'ai jamais dribblé une série de whoops, sauf en Sardaigne cette année, il y avait un fou qui avait fait une série de whoops sur sa piste. Et je crois qu'il y a dû y avoir une paire de sardes qui ont dû satelliser parce que c'était quand même des gros whoops, quoi. Mais non, Supercross, j'ai jamais touché. Pour revenir à la question, le but ultime, pour l'instant, c'est sûr, hein, quand tu es jeune et que tu as des ambitions, tu veux avoir le plus de titres possible. Et le but ultime, c'est d'enfiler les titres au plus possible. Mais ouais, ça serait ça le but ultime. Si vraiment tout se déroulait à merveille, que la vie était un rêve, je rêverais d'enfiler les titres, que ce soit en mondial et un Touquet, pourquoi pas. J'aurais voulu y participer déjà depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que j'essaie de tenter ma chance avec Cam. Je leur dis, bon, allez, donnez-moi une petite 4,5, là, ça me tente quand même. Ça serait sympa, quoi. C'est une course proche de chez moi. J'ai fait des courses dans le sable, j'en ai déjà gagné avec le 4,5. Ça pourrait être cool, mais la réponse, elle est toujours négative parce que c'est trop proche de la saison. Et je comprends aussi totalement. Et on me dit que j'aurai le temps plus tard pour aller en chercher un. Donc, je comprends vraiment leur décision. Mais c'est sûr que le Touquet, ça sera d'actualité dans les prochaines années. Je ne sais pas dire si c'est à court terme ou à long terme, mais j'aimerais gagner un Touquet un jour. Et les US, les US non, du coup. Alors, les US, si, pourquoi pas, mais il faudrait que je commence à goûter au Supercross, quoi. Ouais. Parce que je sais que déjà, avoir 19 ans et jamais avoir fait de Supercross, tu devines tout de suite que tu es français et que tu viens du Nord, parce que dans le Sud, j'en ferai depuis que je suis tout petit. Mais moi, j'ai plus eu tendance à aller dans le sable quand j'étais jeune, en 65-85. Et on n'a pas cette culture dans le Nord d'avoir des terrains Supercross, etc. C'est assez compliqué, il doit y en avoir 1 ou 2. Et encore, c'est privé. Donc, j'ai jamais trop touché. Et c'est sûr que ça m'intéresserait. J'aimerais beaucoup essayer. Mais je préfère déjà essayer de réussir dans ce que je me suis lancé, c'est-à-dire le cross. Et pourquoi pas, peut-être un jour, je me lancerai sur une piste de Supercross et je me dirais, c'est ça qu'il me faut et je partirai, quoi. Ce que tu disais par rapport au Touquet, Yamaha, c'est pas propre à Yamaha parce que on entend dire que chez KTM, quand ça parle du Touquet, tout le monde pousse Jeffrey Herlings sur le côté pour pas qu'il entende trop et que ça lui donne des idées d'y aller. Chez KT, ils n'ont pas trop envie d'envoyer leur top pilote non plus au Touquet, quoi. Ça m'étonne pas. De toute façon, quand on a un compétiteur,
on voit une course comme le Touquet, un gros rassemblement, beaucoup de monde, beaucoup de retombées. Une course quand même un peu hors du commun, quoi. 1200 pilotes au départ, une grande ligne droite à prendre à fond à côté de la plage, enfin, ça donne envie. Mais c'est sûr, il faut choisir. La seule course de sable typée vraiment sable que j'ai déjà faite, c'est la Red Bull Knockout, où il y avait Ernix d'ailleurs, il l'avait laissé la faire. Et c'était en 2016. Et ça, c'était la course la plus folle de ma vie, quoi. C'était une manche qualif en fait de 1h30, où là ils prennent 200 pilotes et derrière tu repars pour une manche 1 heure plus tard pour 1h45. Et là tu fais 1h45 dans les gros trous avec les motos de la première manche qui ont cassé, qui sont restées sur la piste. Tu sautes au-dessus des motos, sur la ligne droite c'est un slalom. Avec le soleil qui commençait à se baisser et tout, tu slalomais entre les motos, mais tu les voyais au dernier moment. J'ai failli mourir 3 fois en bout de ligne droite en voulant tirer mon roll-off et en guidonnant d'une main. Non, c'était vraiment un chantier. Et en plus, ils ouvrent une partie enduro dans la dernière demi-heure qui est hyper compliquée avec des énormes troncs d'arbres dans le sable où bah, t'as pas le grip en fait. Quand tu mets gaz avant le tronc d'arbre, la moto elle se lève pas, elle va droit dedans. Et non, c'était vraiment une course de folie. Des courses de gladiateurs, quoi. Ouais, truc de malade. Ça te plairait ça, Blaise, je pense. Toi qui adore le sable et les troncs d'arbres. Ouais, c'est mes deux spécialités. C'est vrai, j'adore. Et d'ailleurs, je vais contacter Red Bull, je pense. Les appels en palette où il y avait le sable dessus et ça glissait pas mal aussi. Là, c'était casse-gueule. Un régal. Vraiment un ouais, régal. Carrément. Toi, quel est le souvenir, le meilleur souvenir qui te reste là de ta jeune carrière pour l'instant? Le titre de champion du monde 125. C'était de la folie, quoi. On y allait forcément pour l'avoir. Autant en début de saison, première course, j'arrivais sans forcément d'objectif parce que j'avais fait une saison 2014 très compliquée. J'avais attrapé la mononucléose et j'avais fait une saison vraiment quasiment blanche. Et en 2015, on est arrivé sans trop d'objectifs à l'Europe 125. Ça a pas été, on est arrivé à la première course sans objectif, je la gagne. Et après, on s'est rendu compte que le niveau était là et que je pouvais me battre pour la gagne. Donc on arrive au mondial motivé pour aller chercher ce titre. Et là, première séance d'essai chrono, je dois faire 10e de mon groupe. Ça me met 20e à la grille. On se dit, là c'est mort, quoi. C'est mort, t'as pas le rythme. La piste, ça te plaît pas, c'est tout, c'est pas grave. Et là, le soir, il commence à lancer des paris, petit jeu pendant l'apéro avec le père Boiramé, mon père, Dragon, donc mon préparateur suspension. Allez, pourcentage que ton fils il gagne le championnat du monde demain, et puis tout le monde déconne avec ça. Et finalement, ça s'est fait, quoi. Les 2 manches gagnées, une bagarre de folie dans la deuxième manche. C'est la manche, je crois, où si j'avais eu le cardio, j'aurais été en dehors des limites habituelles, quoi. Parce que la tension, le public, le team France derrière qui était là à pousser. Et puis tu savais que j'avais Muse avec moi et je savais que s'il finissait devant moi, c'était lui qui était le champion. Et si je finissais devant, c'était moi. Donc c'était vraiment allez, all-in et puis on donne tout, quoi. C'était à la vie, à la mort et au final c'est passé et c'était un super souvenir. On a Bastien qui nous demande si tes parents te suivent toujours sur les courses, avec un emploi du temps chargé comme tu as. Ouais, ils me suivent toujours. Ils essaient d'en faire, de les faire au maximum. Comme je disais, ils ont une boucherie qui leur appartient, donc ils travaillent depuis pas mal de temps avec les mêmes employés, donc ils arrivent à s'arranger avec eux. Quand, par exemple, ils doivent partir le jeudi sur une course par exemple, qui va être l'Argentine ou un truc comme ça, et ils s'arrangent pour bosser à mort le lundi, mardi, mercredi et jeudi matin, et puis jeudi après ils partent, et puis ils récupèrent sur les semaines d'après. Ils essaient de s'arranger au mieux qu'ils peuvent. Donc ils essaient de participer au plus parce que c'est aussi une grande passion de mon père. Il a jamais fait de moto à haut niveau, même non plus à niveau normal, on va dire. Il a toujours fait de la moto amateur parce qu'il a commencé très tard. Il a eu sa première moto à 27 ans. Donc, me lancer dedans, en fait, c'était un peu un rêve qui se réalisait pour lui et ça a toujours été un partage et on a toujours été un peu regroupés là-dedans, quoi. Donc, c'est top de les avoir avec moi et franchement, c'est un très gros support pendant les courses.
Bon. On avait une question tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un adversaire que tu redoutes le plus sur le championnat du monde MX2 aujourd'hui? Ou que tu as déjà redouté le plus? Ouais, Est-ce que l'année dernière, tu te coriace. disais que le plus coriace, est-ce que l'année dernière, par exemple, tu te disais que Prado était imbattable? Est-ce que quand tu te mettais derrière la grille avec Prado à côté ou pas loin, est-ce que tu te disais, bon, je pars pour la deuxième place? Ou alors tu te disais, non, il a deux bras et deux jambes et moi, je suis là pour gagner? Non, j'aimais bien justement quand j'avais l'occasion de mettre sur la grille à côté de lui. Parce que déjà, c'est un bon starter. Et quand je me mettais à côté de lui, je me disais, bon, il va partir, il va serrer de l'autre côté. J'y croyais. Et du coup, ça va me faire de l'espace. Mais je me suis toujours dit il a deux bras, il a deux jambes. Je l'ai déjà battu, je vois pas pourquoi je pourrais pas le battre. Il a été très très fort l'année dernière. Il a vraiment survolé le championnat. On va dire qu'il a laissé aucune chance à ses adversaires. Mais il y avait toujours au fond de moi l'envie de le battre. Et je l'ai toujours d'ailleurs. J'attends le moment où on va se retrouver en 4,5 et là, ça sera la dernière étape, le dernier combat, on va dire. Et je donnerai tout pour essayer d'aller le rechercher encore une fois et plusieurs fois même. Parce que ça a toujours été ma génération, en fait, Prado. On s'est toujours retrouvé sur les courses. Lui a commencé plus tôt le championnat d'Europe, etc. Mais en 65, moi, les seules courses internationales que je faisais, c'était le Master Kids. Et on se retrouvait au Master Kids en 65 tous les deux et on se bagarrait déjà. Lui était déjà KT officiel Red Bull. Moi, j'étais KT officiel Boucherie Renault. Mais ça m'empêchait pas de lui voler un ou deux all shots des fois. Et non, ça a toujours été un super adversaire parce que même si on s'est jamais trop parlé, on s'entend plutôt bien. Enfin, je veux dire, on reste cordial, on se dit bonjour, etc. Parce que il n'y a jamais eu de coups, de sales coups entre nous deux. Et non, j'avais toujours l'objectif l'année dernière quand je me plaçais en grille d'essayer d'aller lui voler une manche. Malheureusement, ça s'est pas fait, mais je compte bien le faire dans les années à suivre. Et on rappelle pour ceux qui arrivent maintenant, tu es quatrième du championnat GP, derrière Vial qui est en tête, Geert 2, toi, Beaton et toi, tu es quatrième. Ouais. Est-ce qu'un podium en fin d'année te tirait ou pas? Ou est-ce que vraiment tu veux le titre cette année? Non, ça serait franchement, ça serait déjà bien. Ça serait déjà bien. Bien sûr, j'y vais pour le titre. Je vais tout donner pour essayer de l'avoir parce que c'est l'objectif et j'aimerais vraiment l'avoir. Mais après, je reviens aussi de loin parce que j'ai eu des années très compliquées derrière moi. Je suis content d'avoir retrouvé ce niveau et après, je regarde aussi derrière. J'ai fait beaucoup d'efforts pour revenir. Mais ça m'irait déjà bien, on va dire. Le top 3, ça serait déjà un beau résultat pour ce championnat. Bien sûr, la gagne m'intéresse, mais le top 3 serait déjà bien. Bon, on a beaucoup de commentaires et de questions. En tout cas, t'as beaucoup de fans, hein, Maxime. Ça fait plaisir de coup à voir. C'est pas mal de Moi, commentaires qui t'encouragent. Ouais, tu pourras y revenir après. T'auras de la lecture. Ne t'inquiète pas. Ouais, ça marche. On a une question de Benjamin qui te demande quel est ton terrain préféré en Picardie. Parle-nous de la Picardie un peu, parce que nous, avec notre accent qui chante, je pense qu'on n'ira jamais rouler en Picardie. Alors peut-être que tu vas réussir à bien nous le vendre. Je vais vous le vendre direct. Ernix, la Picardie, on le voit souvent, mais très souvent. Très souvent. Parce que déjà, il s'entraînait pas mal avec Nicolas Dercourt, qui est un des pilotes Picard qui a aussi percé à haut niveau sur les championnats 125, etc. Et on a beaucoup de pistes. Là, aux alentours de chez moi, si je fais un rayon de 100-150 km, je dois avoir 25-30 pistes. Donc, non, c'est vraiment varié. Tu peux avoir de la montée, de la descente, du plat, de la terre sablonneuse. Le terrain le plus proche de chez moi, c'est terre sablonneuse. Ça s'appelle Amirouy. C'est l'un des premiers terrains sur lesquels je roulais. Donc, en Picardie, mon terrain préféré, il y en a pas mal. Ouais, il y en a pas mal. Il y a Amirouy, donc du coup, que je connais depuis que je suis tout petit. Je connais le moindre recoin de la piste. Il y a Crisol qui est très bien, Clastres, un nouveau terrain qui a été fait, qui est vraiment bien aussi, un peu type, ça fait un peu type Matterley parce que c'est assez grand, assez large, terre de pâture et des grosses ornières, donc c'est vraiment sympa. Montbrun aussi, qui est un terrain où on y va souvent rouler, Paillard. Non, il y a pas mal de pistes que j'apprécie vraiment, donc. Bon, c'est bien, tu vas froisser personne, ouais. Ouais.
Ouais, en gros, franchement, Picardie, tous les terrains sont top. Voilà. Ah là là. Ça, c'est Et la cool. météo, c'est comment? Est-ce que ça ouvre tout le temps? Parce que bon, nous, on a la chance d'avoir une météo à peu près bien toute l'année. Par Ouais. contre, dès qu'il pleut, tous les terrains sont fermés. Donc, c'est pas terrible pour les pilotes pro. Comment c'est chez toi? Bah ici, on est habitué à la pluie. Donc, C'est toute les l'année. terrains, ils aiment bien, quoi. Nous, quand il y a de la pluie, limite, on saute de joie. Non, franchement, ça roule bien ici. J'ai déjà fait des entraînements sous la flotte, mais la piste inondée, mais ça roule parce qu'on a des terrains de craie. Donc, s'il pleut un tout petit peu, c'est une patinoire. Par contre, s'il pleut à fond, ça devient grip. Donc, non, il pleut pas mal. Mais là, quand même, ces derniers temps, là, ces 2-3 dernières années, on a quand même eu des hivers assez courts et assez cléments, on va dire. Et on arrive vite sur les terrains béton, la gomme bleue comme dans le sud. Et voilà, donc on a des conditions quand même plutôt pas mal. Bon, beaucoup de commentaires d'abonnés qui apprécient ton humilité, ta simplicité, donc c'est cool, c'est bien. Et Bastien qui a posé plusieurs fois la question, donc je vais te la poser. Est-ce que tu vois un avenir chez GasGas? La question est probable, quoi. Alors, question improbable, c'est pour ça que je la pose quand même, parce que... Ça me chagrine. Ouais. On m'aurait posé la question l'année dernière, j'aurais rigolé. Mais vraiment. Pour tout vous dire, pour vraiment être transparent avec vous, ce team l'année dernière m'a fait une proposition. Je ne savais pas encore qu'ils allaient passer Gaz. C'était encore le team donc Husqvarna qui me faisait une proposition. Et j'ai été visiter, etc. Donc c'est un beau team, franchement. Je vais pas fermer toutes les portes, quoi. Forcément, j'aimerais bien faire toute ma carrière avec Yam, que ce soit mes années 2,5, 4,5, parce que je suis Yam depuis que j'ai pu, en 85. Parce qu'à ce temps-là, il n'y avait pas encore les 60. Mais oui, c'est un beau team. Les motos, elles ont de la gueule aussi. Donc, voilà, les portes sont pas fermées. Mais j'aimerais quand même plutôt rester Yam. Bon, Nico, est-ce qu'on passerait pas à notre nouvelle séquence, le As-tu déjà? Parce que du coup, ça va nous permettre de poser d'autres questions un petit peu Ouais. différentes. Ouais, allez, vas-y. Et n'oublie pas sur ton fond T'inquiète pas. Et de d'ailleurs, modifier la petite flèche. D'ailleurs, Jérôme Ramos, qui est réalisateur pour Canal+, pour le Supercross de Paris, a laissé un petit commentaire et ça n'a pas l'air de lui plaire à notre nouveau fond. Donc on verra. Ah, mais après, tu On sais, fera voter. ils sont un peu has-been chez Canal et tout ça. C'est pas une réflexion. Canal, c'est bien connu, c'est pas le futur. Sur Facebook, hein, c'est pas vos trucs là avec des abonnements payants et tout. Hein. Là, nous, c'est du pro là. Là, c'est On la va vraie pas- vie. Non, on plaisante bien sûr, Jérôme. Mais ok, on verra ce qu'on peut faire pour les fenêtres. Le tout, c'est que notre invité, on l'entende bien et qu'on le voit bien. Après, nous, c'est très peu important. Exactement. Donc, Maxime, petite nouvelle rubrique. Tu vois, tu es le premier à en faire les frais. On va voir si ça plaît aux abonnés ou pas. fais le Et je rodage. laisse Blaise poser la première question du coup. Alors, Maxime, est-ce que tu as. Ça, c'est toi qui l'as posé, c'est Nico, cette question, tu me laisses le bébé. As-tu déjà roulé sur une moto d'origine? Ouais. De toute ta vie. Ouais, moto d'origine. De toute façon, quand elles arrivent, déjà en 65 et en 50, j'étais d'origine. Et même encore cette année. Oui, Non, l'année dernière. depuis que tu es L'année passé dernière. pilote pro, en fait, tu roules pas directement avec une moto, avec tes suspensions, non? Tu Non, roules quand ça même m'est avec arrivé l'origine? de roder des cadres parce que le cadre, j'aime bien faire au moins 2 heures avant de le mettre sur les motos de course parce que sinon la moto est rigide et dans les trous, etc., tu peux quand même sentir la différence. Donc, non, ça m'est arrivé de rouler moto complètement d'origine. Nico, Ah, ouais, d'ailleurs, ça, ouais. D'ailleurs, là, j'ai un 450 à la maison, le 450 avec lequel j'ai fait Berck, qui est complètement d'origine, il n'y a que les suspensions et il n'y a pas besoin de plus, hein, de toute façon. Tu vois, Blaise, quelle était bien ma question. Oui. On va la laisser, c'est là pour toujours du coup dans cette rubrique. Allez, la deuxième question du coup. As-tu déjà mangé un McDo la veille d'une course? Ça, c'est une bonne question de pilote de ligue pour nous, ça. Alors, avant la course, non. Par contre, après, il y en a une paire. Ouais, ça c'est Non. connu. D'ailleurs, Quand par t'as rapport à dit- cette question, tu fais attention à ton alimentation ou pas? Ouais, franchement, j'essaye. Bon, là, ça fait 1 an et demi que j'essaie de me battre pour rester en dessous des 76, 77. Si je me laisse aller, là, cet hiver, je suis parti 2 semaines en vacances. Je suis parti, je faisais 76 kilos, 75 kilos. Je suis revenu.
Thierry m'a dit viens, on va faire les tests physiques. Je suis arrivé là-bas, pesé 82 kilos, gros bébé. Prise de masse. Et là Thierry était pas content. Mais ouais, je suis obligé de me battre un peu pour rester à un poids acceptable sur le 2,5 et ouais, j'essaie quand même de faire attention. Puis aussi, pas forcément que pour le poids, pour aussi l'énergie, etc. C'est vraiment important de vraiment bien manger parce que je prends pas de compléments alimentaires, etc. J'essaie vraiment de limiter tout ça et au maximum jusqu'à temps que je pourrai. Même tout ce qui est protéines, produits de récupération, etc. Pour l'instant, je suis encore à zéro. Je me suis pas encore renseigné là-dessus. Et du coup, j'essaye de compléter avec beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, des fruits rouges, antioxydants, machin. On a pas mal bossé là-dessus avec Thierry. Et comme c'est un peu une de mes volontés d'en prendre le moins possible, on essaye de compléter par la nourriture et être le plus irréprochable possible. Même si je suis quand même gourmand. Moi, si j'étais fils de boucher, je ferais pas 65 kilos, je te le dis. Ah ça c'est dur aussi, ouais. Heureusement que je suis parti en Italie parce que je te dis avoir le sauciflard juste à côté toute la journée, c'est pas facile. Du coup, Maxime, as-tu déjà pris l'avion en première classe? Non, jamais. Jamais. Pour l'instant. Ça arrive chez certains pilotes en championnat du monde? Oh oui. Je fais pas tous mes voyages avec les pilotes, mais je sais que les Team Factory, il y en a pas mal qui voyagent en première classe. Ouais. D'accord. Mais pour l'instant, la seconde classe, du temps qu'on m'emmène au GP, ça me va très bien. Bon. As-tu déjà abandonné une manche sans problème mécanique ou blessure? Jamais. Ça fait partie un peu des règles quand tu roules au niveau, je pense. Tu n'as rien de cassé, t'as rien sur la moto, ou alors tu as un truc qui peut te permettre quand même de rouler, tu essaies d'aller jusqu'au bout coûte que coûte, et voilà quoi. Même si c'est pour pas marquer de points, faut sauver l'honneur, entre guillemets. As-tu déjà pensé à arrêter la moto? Moi non, mes parents oui, parce que j'ai eu une période en fait où je me suis beaucoup blessé. J'ai eu un enchaînement de 5 blessures, je crois, mais vraiment coup sur coup, je reprenais, je faisais même pas un mois, j'étais reparti dans le plâtre. C'était entre 9-10 ans et 12-13. Et en fait, là, à la 5e blessure, ils m'ont dit on arrête la moto, c'est bon, on en a marre de te voir mal, de te voir blessé. Tu vois pas, même eux, c'était un peu la honte quoi, d'emmener leur gosse à l'école. Tous les 4 matins, il était blessé, il avait un plâtre. Même les profs, ils se posaient des questions. Mais vous êtes inconscient, quoi. Et en fait, on s'est rendu compte à une visite de collège, comme quoi on prend ça un peu pour une visite médicale au collège, on prend ça un peu pour de la merde, mais on a découvert une myopie, grosse myopie, où je suis à moins 1,50, donc pour ceux qui connaissent, et je suis obligé de rouler avec des lentilles maintenant. Ça fait depuis que j'ai 14 ans, 13 ans, non attends, 12 ans pardon, 12 ans que je porte des lentilles et voilà, maintenant je peux plus m'en passer quoi. La première fois qu'on m'a mis les lentilles, je me suis dit mais c'est notre vie quoi. Je vois la plaque d'immatriculation de la voiture de devant, j'arrive à lire ce que les profs ils écrivent au tableau, c'était quand même assez impressionnant quoi. Et je voyais les pierres et les ornières maintenant. Donc c'était bon. Ouais, c'était bon. J'ai eu un moment où je me traînais un peu la bite du coup parce que l'habitude. Ça qui arrivait aussi vite, tu vois, c'était pas habituel. Mais après, du coup, ça m'a quand même bien servi parce que je me suis beaucoup moins blessé. Je sais pas si tu avais vu au Motocross des Nations quand ta moto a lâché. De suite, il y a eu une rumeur qui est sortie comme quoi tu roulais avec des lentilles. Tu l'as vu passer ça ou pas? Je l'ai vu passer et elle m'a vraiment. En fait, ils m'en ont pas parlé pendant tout le jour du Motocross des Nations. Et c'est le soir, tu sais, quand tu as la déception, quand tu as tout, que là, l'info elle est lâchée. Et là, j'ai entendu que ça avait parlé. Et bon, ça va très vite à parler sur les réseaux sociaux, etc. Une polémique, ça se lance, ça prend tout de suite, prend tout de suite feu et ça va très très vite. Après, moi, ce qui m'importait, c'est que les gens qui me connaissent savent que j'aurais jamais abandonné une manche, même que ça soit à une course au fin fond du monde
qu'il y a un spectateur et que c'est une course qui compte pour du beurre, j'aurais jamais abandonné. Et là, en plus, au motocross des nations, devant mon pays, avec le maillot de la France, ben, c'est vraiment mal me connaître de dire que j'aurais abandonné pour un problème de lentilles. J'ai roulé pendant 13 ans sans lentilles. Alors là, je peux dire que les 3 tours, je les aurais finis et peut-être même encore plus vite. Bon, c'est bien de mettre les choses à plat comme ça. Ouais. Ça ouais. Mais c'est sûr, une polémique comme ça, c'est quand même ça. Tu dois pas te faire atteindre, enfin ça doit pas t'atteindre, mais ça fait chier quand même. Ouais, c'est sûr, ça a été un minimum quand même, obligatoirement. Obligatoirement, ouais. Tu switches vite et tu passes vite à autre chose, mais ça reste un peu gros sur la patate. Je lis un petit peu les questions en commentaire, du coup, dans le thème, est-ce que tu as déjà fait une soirée alcoolisée la veille d'une course? Je pense connaître la réponse, vu ton niveau. Jamais. Non, par contre, la question de César, c'est concernant les lentilles. Est-ce que c'est des lentilles spéciales pour la moto ou c'est des lentilles pour les mêmes que tous les myopes? Alors non, c'est des lentilles journalières, donc vraiment des lentilles toutes simples. J'ai déjà essayé de me renseigner pour me faire opérer. Malheureusement, la première fois que je me suis renseigné, j'étais trop jeune. La deuxième fois, ma vision avait évolué, donc c'était pas possible de le faire parce qu'il faut que la vision reste vraiment égale pendant au moins 1 an. Donc là, j'ai essayé de me renseigner une nouvelle fois fin d'année 2020 pour me faire opérer parce qu'il y a une opération qui marche très bien et qui te fixe la vision là où elle doit être en fait. Et voilà, j'aimerais vraiment bien faire cette opération-là pour être tranquille. Très bien. Bon, on va passer à des questions culture générale maintenant, qui n'ont rien à voir avec la moto. 3 petites questions. T'inquiète pas, Maxime, ça va pas être violent. Juste le temps que Blaise mette son petit jingle. T'inquiète pas, ça prend un dixième de seconde. Le jingle, parce que toi tu le vois pas, Maxime, et moi non plus, mais en fait le jingle c'est juste qu'il fait glisser une flèche sur la rubrique. Pas les moyens. Quand on parlait de Canal tout à l'heure, c'est pas quand même non plus le même stade. Oh, on a des gros moyens en fait, c'est des effets spéciaux qui sont un peu compliqués pour ça. Déjà Maxime il a dû se dire, oh putain, ils m'ont fait créer un compte Skype, alors là c'est 2 zèbres. Ouais, mais ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai fait ma première année de fac là, il y avait matière informatique. Je me suis quand même pris un 2 sur 20 dans la moyenne en informatique. Donc je pense que tous les deux là, même si vous êtes on va dire médiocre, et ben vous pouvez m'en apprendre des caisses, je pense. Je suis pire que mes grands-parents, je crois, sur l'informatique. Là on va toucher du bois, on n'a pas de bug ce soir, donc c'est bon. Après ça c'est bon. Allez Blaise, je te laisse lancer la première question, on en a quelques-unes, t'en choisis 3, et choisis la première. Allez, voilà une que j'aime bien. Quel groupe de musique a interprété la chanson L'Homme Pressé? Il était pas né Maxime, mais bon c'est pas grave. T'es pas né, c'est une chanson de rock'n'roll, ça. C'est des années 2000. L'Homme Pressé. Donc c'est des Français alors du coup. C'est ça, exactement. Alors groupe de rock français, bah il y a Téléphone. C'est juste après. Juste après. J'ai pas. C'est Noir Désir. Ah ouais, j'ai pas. Un peu compliqué, c'était pas la bonne année, je pense. C'était pas. Mais pas eu, je pense. C'est ça. De quelle ville française le cannelé est-il une spécialité? Le cannelé, tu sais ce que c'est? Le cannelé, c'est les... Ouais, je connais. Oui. C'est pas Lyon? Manqué, c'est un petit peu plus au sud-ouest. Bordeaux? Ouais, exactement. On considère ça comme une bonne réponse. D'ailleurs, mon grand-père, il en fait des délicieux. Ah, tu vois? Ouais. Combien y a-t-il d'heures de décalage entre Toulouse, la capitale de la France, et Los Angeles? Je dirais... Je suis jamais allé aux US, ça d'ailleurs. Ah ouais. Et j'aimerais bien y aller. Et je dirais 8, 10. Presque. Entre les deux. 9. 9, c'est ça, exactement. Du coup, t'as jamais été en Californie? Jamais. Ouais, après, c'est vrai que vous, les vacances, c'est compliqué, particulièrement cette année. Ça me brancherait, hein. Franchement, d'aller là-bas, vacances, avoir une moto pour rouler, ça me brancherait grave. Mais j'ai jamais eu l'opportunité, donc on se renseignera. Ça pourrait être pas mal. En parlant de voyager, voilà, là, une question, elle est revenue trop de fois, il faut qu'on change de sujet. C'est Frédéric Antoine qui nous demande quel coach t'as le plus appris, et Antoine particulièrement nous avait déjà posé la question, pourquoi tu as arrêté ta collaboration avec Sébastien Sago?
Alors, on va dire que Sébastien Sago, ça a été mon premier coach. On a été ensemble pendant 8 ans. Donc, c'est un peu lui qui m'a appris les bases de la moto. Que ça soit la technique, la vitesse, les courses, gérer le stress un petit peu parce que c'était des années, on va dire, du bas niveau à un niveau national et début européen. Et donc lui m'a appris vraiment les bases, etc. J'ai arrêté ma collaboration avec lui. C'est pas forcément, ça s'est pas forcément fait de la meilleure des manières, mais en fait, nos routes sont séparées un petit peu. Il a préféré rester sur du coaching un peu plus proche de chez lui, un peu plus amateur, on va dire, plutôt que de se lancer dans le professionnel. Ce qui est un choix que je respecte totalement. Il a une famille, il a une femme, une fille, et voilà, je respecte son choix d'avoir voulu rester sur quelque chose qui lui laissait un peu plus de temps, et voilà, quelque chose qu'il a choisi de son plein gré. Après, donc, j'ai travaillé avec Yves de Maria pendant 1 an. Malheureusement, ça s'est pas passé super bien parce que je me suis blessé très vite. En 2017, début 2017, je me suis blessé à Saint-Jean-d'Angély, première course du championnat de France élite. Donc là, c'était ma plus grosse blessure de tout mon début de carrière. Ça m'a mis sur le banc de touche pendant 8 ou 9 mois, parce que il y avait l'épaule cassée, déboîtée, l'humérus cassé, déplacé, et surtout en fait le nerf, en fait, le plexus brachial, ça s'appelle. C'est l'ensemble des nerfs du bras qui part de la colonne vertébrale, qui a été tiré. Et en fait, on ne savait pas si tous mes muscles du bras allaient revenir parce que tout était atrophié. Mon biceps se contractait plus. J'avais aucune sensibilité sur mes 3 premiers doigts, donc sur le pouce, l'index et le majeur. Et ça a été vraiment une période dure. J'étais en centre de rééducation à Berck-sur-Mer, dans le Nord, pendant 2 mois et demi. Et c'est finalement revenu, donc pas 100%, mais voilà. Donc du coup, on n'a pas forcément pu travailler comme on le devait avec Yves. Après, le sponsor qui finançait notre collaboration a arrêté de m'aider. Donc du coup, moi, c'était pas possible de payer Yves, parce que ça devenait des frais trop importants. Donc on a arrêté notre collaboration un peu sans trop le vouloir, mais bon. Aussi bien lui que moi, on était obligés un petit peu, donc voilà. Et derrière, j'ai réussi à trouver un accord avec Thierry, et Thierry lui m'a beaucoup appris sur la partie mentale, parce que j'ai tendance à être quelqu'un de nerveux, qui part très vite dans les tours et qui s'énerve sur la moto, même si ça se voit peut-être pas forcément par rapport à l'image que je laisse voir sur les réseaux sociaux, etc. Mais non, il m'a appris beaucoup sur ce point-là, et aussi un petit poil plus sur le physique. Forcément, dans les années, plus t'avances dans les années, plus tu progresses et plus tu passes sur des niveaux supérieurs. Et vraiment, là, je dis pas avoir fait le tour de la question et tout connaître sur le physique, loin de là, hein, j'en ai encore beaucoup à apprendre. Mais on a quand même fait un beau pas en avant, et quand je vois de où je suis parti à où je suis arrivé maintenant, il y a une très très belle évolution. Et d'ailleurs, je remercie ces 3 coachs-là, d'avoir bossé avec moi et de m'avoir appris ce qu'ils m'ont appris, parce que si j'en suis là aujourd'hui, c'est aussi grâce à ce qu'ils m'ont appris, à ce que j'ai pu voir avec eux, et à leur expérience et à ce qu'ils m'ont appris. Nico, on arrive à l'heure de live. J'ai l'impression que c'est pile le moment de la question du jour, là, non? Ouais, de toute façon, normalement, c'est ton MacBook ou ton iMac qui plante et qui nous annonce la fin du live. Donc là, pour l'instant, on est pas mal, mais on va pas trop traîner pour cette question du jour. La dernière question, Maxime, après on te laissera aller manger des cannelés et du saucisson, parce que là, t'as le droit. La question du jour, elle est présentée par CBO Group, les concessionnaires à Toulouse et Agen qui réouvrent leurs portes avec toutes les précautions et les gestes anti-coronavirus. Donc voilà, ça c'était pour l'info. Et on a 8 Racing aussi, et kit déco pour rouler devant un championnat du monde et être 4e du mondial. Il faut forcément un beau kit déco, et chez 8-racing.com, ils ont rouvert le site eux aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. La question du jour, c'est pour toi, Maxime. On a parlé tout à l'heure un petit peu d'études. À quel moment peut-on se lancer à 100% dans la moto pour en vivre? Est-ce qu'il y a un déclic à avoir? Est-ce que ça dépend des pilotes?
est-ce que tu peux nous donner ton avis pour les gamins qui ont entre 12 et 16 ans et qui rêvent d'être à ton niveau? Est-ce qu'il faut qu'ils songent à arrêter l'école rapidement? Est-ce que à quel moment, du moins, ils vont savoir? Est-ce qu'il y aura un déclic pour savoir s'ils vont devenir professionnels ou pas? Alors ça c'est propre à chacun. Déjà ça dépend de l'investissement qu'ils ont en cours. Je veux dire, il y a déjà dans la vie de tous les jours, dans une classe, il ne peut pas y avoir tous les élèves qui vont faire de longues études et qui vont adorer les cours. Donc déjà ça dépend de ça. Après derrière ça dépend aussi des parents, parce que les parents sont aussi un peu là pour aider et pour conseiller leur enfant. Donc moi je sais que de toute façon, même si j'avais voulu, il y a eu pas mal de fois où on a voulu me faire arrêter l'école, etc., pour me lancer tout de suite vers le professionnalisme, on va dire. Enfin, je dis pas que j'étais pas professionnel avec l'école, mais j'avais pas cette liberté de faire vraiment que ça et de penser qu'à ça. Mais moi, ma mère, elle m'a toujours dit, mon père était plus OK, mais ma mère, elle a toujours poussé, va jusqu'au bac. Une fois que tu auras le bac, tu fais ce que tu veux, tu es libre. Et même après le bac, après l'avoir eu, quand je suis reparti sur une année d'Europe due aux blessures, elle m'a dit tu repars pour une année d'Europe, et tu repars pour une année de fac. Le temps que tu seras pas en mondial, tu t'arrêtes pas les cours. Et quand j'ai eu ma première place en mondial, là, je lui ai dit maman, c'est bon, là les cours on n'en parle plus. En plus j'ai eu ma première année de fac, donc laisse-moi mon année sabbatique, on va dire. Et depuis, j'ai pas repris. Donc je pense que on peut pas savoir de toute façon tout de suite si on va avoir une carrière dans la moto. Je veux dire, même maintenant, même en sachant que je suis déjà dans les championnats du monde, etc., je peux pas savoir si ma carrière elle va pas s'arrêter dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, ça sera peut-être compliqué, je serai peut-être plus très beau, mais on peut pas tout savoir. Donc c'est propre à chacun, c'est un peu un pari. Et si la moto c'est ce que vous aimez faire, lancez-vous, donnez vraiment le maximum. De toute façon, il faut se dire vraiment que je pense que comme Valentin, j'ai regardé aussi son live, il le disait, Valentin Tellier, quoi qu'il arrive, que vous fassiez un métier de la vie de tous les jours ou de la moto, la vie, elle sera pas facile, il faudra tout donner. Donc, vous attendez pas à faire de la moto pour vous la couler douce et puis pour se reposer sur ses acquis, parce que je pense que maintenant, il n'y a plus aucun pilote du championnat du monde qui ne bosse pas. On peut plus arriver et casser tout le monde sans bosser et se reposer sur ses acquis. Donc, si c'est ce que vous aimez et si vous êtes prêt à tout donner, je pense que vous avez votre chance comme tout le monde. Comme on dit, comme vous avez dit tout à l'heure, on a tous 2 jambes, 2 bras. Et voilà, le boulot, la rigueur, la régularité et l'envie. Voilà. Je pense que c'est les 4 mots d'ordre pour réussir à haut niveau. Bon, parfait. On a Thomas Renaud qui dit qu'elle a toujours raison, maman Virginie. C'est sûr. On ne peut pas la contredire. Non, faut pas. Vaut mieux pas. Bon, en tout cas, merci beaucoup Maxime d'avoir consacré du temps avec nous pour ce live. C'est un plaisir. On voit que tu es apprécié. Tu regarderas tous les commentaires. Il y en a quelques-uns auxquels on n'a pas répondu. Donc, tu pourras regarder ça. Mais c'est intéressant. Beaucoup de personnes te soutiennent. Donc voilà. En tout cas, merci à toi. Ça marche. Merci à vous. C'était super. Et puis, j'ai passé un super moment aussi. Cool. Allez, bonne fin de saison à toi, bon courage, reste confiné et à la prochaine. Allez, on se voit la semaine prochaine pour tous les autres et demain pour le quiz avec Théo Bollet, évidemment. Bonne soirée. Allez, bonne soirée. Au revoir tout le monde. Salut à tous.